Donc voilà, c'est avec émotion que je reviens ici. J'ai été étudiant une année dans cette école, j'étais un des premiers à essuyer les plâtres. Et voilà, j'étais assis à votre place. J'aimais beaucoup les conférences, et même quand j'étais charrette, j'essayais d'y aller. Et donc j'espère que vous allez aimer ma conférence aussi. Donc comme l'a dit Anne, l'idée c'est de présenter ce livre qui est sorti en 2019. En 2020, il a été traduit en anglais, donc chez les presses de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous aimez bien les Japonais là-bas, il y a beaucoup d'architectes japonais sur leur campus. Et c'est en visitant le campus en fait que j'ai rencontré les presses, qu'on appelait à l'époque les presses polytechniques et universitaires romanes, et qui m'ont invité à faire un livre sur l'architecture en bois. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler que du livre, je vais surtout vous parler d'architecture japonaise. Alors, l'idée, c'est un petit peu de définir qu'est-ce que l'architecture japonaise. Alors, bon, on va tout de suite donner une réponse. Déjà, c'est l'architecture qui est faite au Japon. Et en fait, l'architecture qui est faite au Japon, pendant longtemps, elle a été faite par des gens qu'on n'appelait pas des architectes, puisque le terme n'existait pas, en fait. Donc l'architecture, le terme architecture, il démarre à la fin du XIXe siècle, comme une science importée de l'Occident. Mais avant les architectes, avant les gens comme nous qui dessinent, il y avait et toujours maintenant, c'était les charpentiers en fait qui construisaient en bois. Et les charpentiers, la différence entre le charpentier et l'architecte, c'est que le charpentier dessine pour construire. Il dessine peu. Quand il dessine grandeur nature. Il dessine sur des planches, mais par contre, ce qui l'intéresse, ce sont les mesures. Donc en fait, dans les manuels de charpenterie, il y a essentiellement des mesures et des proportions, des mesures qui donnent les proportions des pièces de bois. Donc en fait, ce dessin, il n'a pas été réalisé par un charpentier, il a été réalisé par des chercheurs de l'université de Tokyo dans les années 70, à partir de ce qu'ils pouvaient lire des mesures dans un manuel de charpentier. Donc ça, c'est comment dessiner un sanctuaire Shinto. Vous voyez essentiellement des mesures qui donnent des proportions des pièces de bois. La première personne dans l'histoire de l'architecture à s'être intéressée à définir ce qu'est l'architecture japonaise, c'est cette personne qui s'appelle Ito Chuta, qui était professeur à l'université de Tokyo et qui est en fait la première personne à avoir étudié l'architecture japonaise. À la fin du XIXe siècle, quand on vient enseigner l'architecture au Japon, on enseigne essentiellement l'architecture occidentale. Et c'est seulement après une génération que les architectes japonais se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas du tout leur architecture et qu'ils se sont mis à l'étudier. À ce moment-là, Ito Chuta, il ne fait pas seulement étudier l'architecture japonaise, il veut aussi définir ce qu'est l'architecture. Et pour définir ce qu'est l'architecture, il lit beaucoup de manuels d'esthétique et il essaie de construire une science de l'architecture. Et à cette époque, il considère que l'architecture, c'est la science des proportions. Donc il va étudier les proportions de plusieurs bâtiments en essayant de définir leur style en fonction des détails techniques et des rapports entre les différentes pièces de bois. Le premier bâtiment qu'il étudie, c'est le plus vieux bâtiment en bois au monde. C'est un bâtiment qui date du 6e siècle, qu'on appelle le Ryuji, qui se trouve à Nara. Donc ça, c'est une photo qui date de 1940. Ça, c'est une photo que j'ai prise cette année. Il est composé de 7 pavillons. Donc ce qu'on appelle un monastère parfait, dans l'histoire de l'architecture, ce sont des monastères qui sont composés de 7 pavillons. Lui, il étudie les 3 pavillons centraux, qui sont la pagode, le pavillon d'or et la porte centrale.
Et il réalise cette étude architecturale avec quelques dessins, dont ce dessin qui est devenu très connu dans l'histoire de l'architecture, puisqu'il compare un temple étrusque, il compare les proportions d'un temple étrusque avec les proportions de la porte centrale de ce monastère. Et ce qu'il remarque, c'est que les colonnes de cette porte ont un galbe qu'on appelle chez les Grecs une entasis. Donc son idée, c'est de prouver qu'il y a une influence grecque. Il y a une influence hellène dans l'architecture, dans la première architecture bouddhique du Japon. Alors, sa démonstration vient du fait qu'il y a une zone de contact entre l'Asie et l'Europe, qui se situe au niveau du Pakistan actuel, qu'on appelle la région du Gandhara. Une zone de contact où les Grecs, avec Alexandre le Grand, s'étaient arrêtés, donc au niveau de l'Indus. Avec Alexandre le Grand, il y avait aussi des charpentiers qui avaient construit des temples. Et les techniques de ces temples, l'esthétique de ces temples, aurait ensuite suivi la route de la soie pour arriver en même temps que le bouddhisme au Japon. Alors voici les fameuses colonnes. Comme vous le voyez, elles ont cette belle forme galbée. Alors ce qu'il faut remarquer aussi ici, on en parlera, c'est que la caractéristique de l'architecture bouddhique, et de l'architecture qui a suivi aussi après, c'est que le bois est posé sur des pierres. Donc, toute la charpente, tout le poids du bâtiment est seulement posé sur les pierres. Alors quand on revient aux sources, on essaie de définir ce qu'est l'architecture, on se rend compte que une des premières architectures, c'est évidemment celle qui sert à nous protéger, nous en tant qu'humains, mais aussi celle qui sert à protéger ce qu'on aime, ce qui est précieux pour nous. Et donc, ici, on voit quelque chose qu'on voit un petit peu partout, le long des chemins, surtout au niveau des bifurcations. C'est un petit hôtel où on protège un giso. Un giso, c'est l'esprit d'un enfant décédé. Donc c'est l'esprit, c'est une sorte de marqueur d'espace qui montre aux pèlerins qu'on est dans une zone où éventuellement il y a eu un accident, une zone qui est éventuellement dangereuse, et une zone où il y a aussi un esprit. Donc on garde les esprits dans l'architecture. Quand Vitruve écrit de l'architecture, au 1er siècle avant Jésus-Christ, son premier chapitre, c'est sur la maison primitive. 1er siècle avant Jésus-Christ, au Japon, on habitait dans ce type d'habitat. Donc c'est un habitat qui est formé, qui prend la forme de la fumée. On a donc 4 poteaux, 4 poutres, et sur ce cadre structurel, on va poser des poteaux plus fins, des branches d'arbres, et on a un système de ventilation, une triangulation en haut, qui permet une bonne évacuation de la fumée. Alors ça, c'est un dessin qu'on montre aux enfants pour leur expliquer ce système d'habitat. Donc on est enterré à 1 mètre de profondeur. À 1 mètre de profondeur, la température est plus amène, est plus agréable. C'est d'ailleurs à 1 mètre de profondeur que les animaux hibernent. C'est à 1 mètre de profondeur qu'on peut aussi conserver la nourriture. On a donc cette couverture en roseau que vous voyez ici, qui est comme un grand manteau isolé, mais qui permet aussi une ventilation naturelle, tout en gardant la chaleur. Et on a la possibilité aussi de protéger le feu. Donc comme je vous disais, la forme à cette époque, et jusqu'à l'époque moderne en fait, beaucoup d'architectures prennent la forme de l'évacuation de la fumée. Donc c'est le cas de cette architecture. Donc des villages, en même temps que la culture du riz, en même temps que la diffusion de l'agriculture, des villages se forment
Puis on crée aussi un autre type d'architecture à plancher surélevé, sur pilotis, qui est ce bâtiment ici, qui est en fait un grenier. Donc ici, on est dans... le deuxième type d'architecture, c'est l'architecture à plancher surélevé. Et c'est finalement cette architecture qui va être utilisée pour les sanctuaires shinto, donc pour l'architecture religieuse. Ici, il s'agit des bâtiments du sanctuaire d'Issei, qui se trouve dans une forêt sacrée. Je vais vous montrer quelques images de ce type d'architecture qu'on reverra un petit peu par la suite. Donc c'est une architecture qui est renouvelée tous les 20 ans, avec du bois de cyprès. On a des détails techniques qui sont en fait relativement secrets. Alors, il n'y a pas de livre sur Issei, il n'y a pas de livre de détails d'architecture sur Issei. À moins d'être un très bon charpentier, c'est très difficile de participer à la reconstruction. Alors, il y a quand même quelques dessins, on peut trouver quelques dessins techniques. Alors voilà, une des caractéristiques de cette architecture, c'est que les poteaux sont enterrés. Donc ça, c'est avant la technique des poteaux posés sur pierre. On avait des poteaux enterrés. Alors le problème des poteaux enterrés, c'est que rapidement, ils se décomposent dans la terre. Donc il faut les changer régulièrement. Ici, ce sont des poteaux en bois de cryptomère qu'on utilise en fait pour des portiques. Il s'agit de... Alors, au moment où on m'a pris des photos, on m'a dit que c'était interdit de prendre des photos, mais vous avez déjà prises. Donc voici les trois types de fondations de l'architecture japonaise. On a pour les sanctuaires shinto les poteaux enterrés, et pour l'architecture bouddhique et l'architecture en général, à part le shinto, on est sur des poteaux posés sur pierre ou des poteaux posés sur une lisse qui est elle-même posée sur une pierre. Un deuxième type d'architecture que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont les pavillons de thé. Donc le pavillon de thé, l'idée c'est une cabane qui sert de retraite dans la nature. On y entre par une petite porte, une porte basse, on y entre à genoux. Donc, comme vous voyez ici, on a un espace très réduit. Donc vous voyez en bas, sur cette perspective vue de plafond, on a l'accès des invités par la porte. La porte basse est une porte par laquelle on rentre à genoux. Donc entrer à genoux, c'est aussi le premier contact qu'on a avec un espace, le premier contact dont on se souvient qu'on a avec le sol quand on est enfant. On a une porte pour le maître de thé. Donc le maître de thé se situe sur un tatami plus court. Il a ses ustensiles à portée de main. Il est à côté du feu. Et ensuite, il peut recevoir ses invités qui, eux, rentrent par une porte très modeste. Alors, dans le cours de l'histoire, il y a eu plusieurs types. Rapidement, on est arrivé sur un modèle carré de 4 tatamis et demi, qui était une pièce de la maison. On pouvait recevoir, le maître de thé pouvait recevoir environ 3 personnes. Donc il y a eu des variations au début. L'alcôve décorative que vous voyez, l'alcôve décorative, c'est, je ne sais pas si vous avez le curseur, cet espace qui ressort du carré en fait. On l'a ensuite placé au nord, et à partir du XVIe siècle, un maître de thé très connu qui s'appelle Sen no Rikyu a décidé de minimaliser encore plus cet espace et est passé à 2 tatamis et demi. À 2 tatamis plus une alcôve. Donc le bâtiment que vous voyez en bas, le plan que vous voyez en bas, c'est le bâtiment, c'est le pavillon de l'attente, le Taiyan, qui se trouve entre Kyoto et Osaka.
Donc on rentre par le jardin. Le maître de thé, lui, rentre par la maison, il a sa porte, il a sa propre porte. Et ses invités rentrent en sortant du temple. Donc quand ils sortent, ils ont le soleil, ils font face au soleil, donc ils sont éblouis. Et puis ils rentrent par la porte basse dans un espace qui lui est sombre. Ici vous voyez une maquette grandeur nature de ce bâtiment. Donc la petite porte, la petite fenêtre avec une structure qu'on appelle la structure sous la terre, permet d'éclairer l'entrée du maître de thé. Et ensuite, on voit cette petite porte qui fait environ 50 cm, 45 cm de haut, qui est la porte pour l'entrée des invités. Quand les invités rentrent dans cet espace, c'est la première chose qu'ils voient, c'est l'alcôve décorative, le tokonoma. Ils arrivent dans un espace qui est sombre, ils ont eux-mêmes été éblouis par le soleil, et l'idée c'est qu'ils doivent être désorientés. Pour les désorienter encore plus, on va essayer de cacher les poteaux, parce qu'en fait les poteaux souvent permettent de donner une échelle au bâtiment. Mais en cachant le poteau d'angle, on perd complètement cette notion d'échelle. On a aussi un plafond avec deux hauteurs différentes. On a un plafond bas et un plafond incliné. Le plafond incliné est le plafond pour l'invité moins prestigieux et le plafond bas pour l'invité le plus prestigieux. Alors, la personne dans mon parcours de chercheur qui m'a le plus influencé sur le pavillon de thé et sur l'histoire de l'architecture en général, c'est le professeur Fujimori de l'université de Tokyo. Fujimori, c'est quelqu'un qui a étudié l'histoire de l'architecture moderne, mais en tant qu'architecte, qui a aussi dessiné des pavillons de thé. Alors, Fujimori, il essaie de créer des pavillons amusants. Un des premiers pavillons qu'il a fait pour lui-même, c'est le pavillon qui est trop haut. Il l'appelle le pavillon trop haut. Il est perché à 3-4 mètres de haut sur deux arbres. On le voit ici avec son ami Toyo Ito, qui sort d'une des fenêtres et lui-même est sur l'autre fenêtre. Un pavillon qui ressemble un petit peu à un pigeonnier. Donc il a lui-même théorisé un petit peu l'histoire du pavillon de thé. Donc il explique qu'au Japon, on a longtemps, comme ailleurs d'ailleurs, mesuré l'espace avec son corps. Donc ce qu'on appelle un ken au Japon, l'unité de mesure au Japon, au départ ce ne sont pas les millimètres, ce sont les pouces, les pieds et les avant-bras, et aussi son propre corps. Donc un ken c'est 1,80 m. Une personne à 1,80 m qui se couche, c'est la longueur d'un tatami, et quand elle est assise, c'est un demi-tatami. Quand on a commencé à faire des cérémonies de thé, on les faisait dans des grandes pièces, qui faisaient 3 kens de côté. Donc un ken, c'est l'équivalent de 2 tatamis, de 2 demi-tatamis ou un tatami en longueur. Ensuite, on est passé sur un modèle carré. Et ensuite, au XVIe siècle, on est passé sur ce modèle de 2 tatamis qui, en fait, représente aussi les proportions parfaites de l'homme, tel qu'on le voyait à la Renaissance. Donc, Fujimori fait un parallèle entre les découvertes de la Renaissance en Europe et celles du Japon au XVIe siècle. Alors, j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant avec Fujimori, de visiter ses créations. Ça, c'est un pavillon, c'est le pavillon de l'angle droit qu'il a réalisé pour rendre hommage à une peintre japonaise qui s'appelle Akino Fuku. Quand Madame Akino est décédée, son fils, qui est moine dans un temple de Kyoto, a décidé de lui dédier un pavillon de thé. Donc il a demandé à Fujimori de le concevoir et M. Akino l'a lui-même construit.
Donc, c'est un pavillon qui a été réalisé entre 2002 et 2003 à Kyoto. Ici, Fujimori fait plusieurs références. Premièrement, à l'architecture surréaliste. Il adore le facteur cheval. Mais aussi à Salvador Dali, donc avec cette inspiration de formes courbes, les montres molles de Salvador Dali, et curieusement à Le Corbusier, à travers l'arche que Le Corbusier utilisait quand il dessinait le palais des Soviets. Alors, quand on réalise un pavillon T, traditionnellement, le pavillon T est réalisé directement par le maître de T. Donc le maître de T, ici, c'est M. Aquino. Il a été d'abord choisir un arbre avec son architecte. Il l'a découpé, il s'agit d'un noisetier. Puis, il l'a amené dans son jardin. Et sur cet arbre, ils ont créé donc, cette structure qu'ils ont ensuite, une structure en bois qu'ils ont ensuite enduite de plâtre. Alors ça, c'est la grande fenêtre qui peut se fermer avec des vitraux. Alors à l'intérieur, on rentre plus qu'à genoux, on rentre en rampant et on arrive aussi dans un espace où il n'y a pas de joint visible. Donc l'idée de Fujimori, c'est que parmi les créations, les seules créations qui n'ont pas de joint visible, ce sont les corps, et notamment, comme on le voit sur nos visages, quand on regarde un visage humain, on ne voit pas notre squelette. Donc lui, quand il réalise l'intérieur de son architecture, il veut aussi cacher tous les poutres à les photos. Donc il va réaliser ce plâtre qui permet d'enduire toute la surface comme un visage humain. Alors, je vais vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui. Revenons aux maisons. Donc le modèle de la maison à toit de chaume continue à être utilisé. Alors maintenant, on n'est plus semi-enterré, on est à même le sol, mais il y a encore dans les campagnes des maisons comme cela, avec ce même système d'aération. Il y a souvent un microbiote qui se développe sur les toitures, et donc l'existence des matériaux se retrouve même à travers les bactéries dans notre corps. Ces bâtiments vieillissent. Les toitures en chaume doivent être remplacées environ tous les 20 ans. Le chaume, on le trouve un petit peu partout, au bord des rivières. Ce sont des roseaux, en fait. On en fait des fagots. Et ces fagots que vous voyez là ont été réalisés par ces deux jeunes personnes qui sont d'anciens étudiants de cette école. Donc Sébastien Renaud et Mélanie Herzbach, qui ont une agence, un atelier de construction, en fait. Ils construisent eux-mêmes leurs bâtiments. Un atelier qui s'appelle 2,26 m. Donc ça vous dit quelque chose, 2,26 m. Pour eux, c'est plus que le modular. C'est probablement parce que Sébastien fait 1,83 m et ils ont eux-mêmes leur système de proportion en utilisant donc, leur corps. Donc Sébastien et Mélanie, 2,26 m, il y a 2 ans, ils ont acheté une maison qui est une maison à toit de chaume, mais comme beaucoup de maisons dans les années 80-90, elles ont été recouvertes, elles ont été fermées. Donc ici, on a l'impression qu'elle est en tuile, mais en fait, c'est de la tôle métallique avec une forme de cuivre qui permettait surtout de garder la chaleur, mais ça annulait aussi toutes les qualités des toitures en toit de chaume. Donc ils ont décidé d'enlever, de refaire la toiture en toit de chaume. Donc premièrement, ils ont enlevé la couverture métallique, ils ont regardé ce qu'il y avait dessous,
Ils ont gardé la chaume qui pouvait encore être utilisée. Ils ont mis à nu une partie de la charpente, donc ça ressemble un petit peu aux maisons préhistoriques qu'on avait vues. Donc peu à peu, ils ont refait pan par pan la toiture, puis le haut de la toiture. Donc il y a différentes techniques. C'est à peu près 3 mois de travaux, avec quand même des artisans très spécialisés. Alors ça c'est leur terrain. Il y a eu plusieurs workshops aussi. Et quand on arrive au fait, quand on arrive en haut de la charpente, on utilise aussi différents matériaux qui permettent de mieux isoler et de mieux imperméabiliser cette partie la plus fragile du bâtiment. Donc ici, il s'agit de branches de cryptomère. Et puis ensuite, l'imperméabilisant, c'est de l'écorce de cryptomère. Donc cette feuille que vous voyez ici est découpée sur un arbre et ensuite elles sont posées sur le fait du bâtiment. Une fois qu'on a posé cette couche d'écorce, on la leste avec du bois de cyprès et puis ensuite on va chercher une autre poutre qui doit avoir une forme qui doit se terminer par une forme pointue. Alors pour trouver une forme pointue, sur la montagne, on va chercher sur les flancs de la montagne, sur la pente, là où les racines vont dans le sens de la pente, vont vers l'intérieur de la pente, pour justement avoir cette pointe. Donc une fois qu'ils ont trouvé les bons arbres, ils vont faire le pied, faire la pointe, qu'on appelle la pointe brise-neige. Alors c'est très symbolique, mais c'est la poutre qui se situe tout en haut de l'édifice. Comme ici. Alors vous voyez, c'est magnifique. On voit les différentes couches, les roseaux, les branches de cryptomère, l'écorce de cryptomère. On a quelques bambous qui permettent de fixer l'écorce sur la taille. On a aussi des petits fils de cuivre avec des formes très particulières dont on ne sait pas exactement à quoi sert cette forme, mais dont les charpentiers disent que c'est très important pour les ondes. Et puis ensuite, on a les dernières pièces de bois, de cryptomère, et à la fin, cette fameuse courbe brise-neige. Alors ici, quand on voit ces images, on se rend vraiment compte qu'on a une architecture qui fait corps avec la nature, une architecture qui est formée par la nature environnante et qui est complètement incorporée dans le paysage. Alors ici, il s'agit de restauration, mais l'agence de Mètre 26 a fait aussi de l'architecture. Donc ici, c'est un bâtiment qu'ils ont construit aussi sur leur terrain. Alors, si on revient aux lois, à la législation et aux standards de l'architecture, jusqu'en 1950, le modèle constructif qu'on avait, c'était donc des poteaux posés directement sur pierre. Et on avait des charpentes avec énormément d'assemblage qui étaient très élastiques. Puis en 1950, après 1950, il y a une nouvelle loi sur les standards de la construction qui est arrivée. Et donc on a obligé à avoir un système de fondation filante avec des longues lignes de béton sur lesquelles on va accrocher, on va fixer la structure en bois. Donc ici, on est dans un modèle statique, c'est le modèle moderne, et le modèle traditionnel, c'est celui qui est en haut. Alors ici, c'est le bâtiment réalisé par 2m26. Donc vous voyez que là, on est dans un modèle où on pose la charpente sur des pierres et on a un système de contreventement avec des poutres traversières qui vont s'emboîter
comme des aiguilles, comme un fil à travers un corps, à l'intérieur des poteaux. Voilà, ici on a un sol en terre battue. Et il s'agit en fait d'une architecture non pas pour des hommes, mais pour des chevaux, des animaux. Donc évidemment, quand on fait de l'architecture pour des animaux, on la fait différemment, elle va être plus solide. Ici, on a des corps qui font 500 kg et qui font 60 litres d'urine par jour. Un autre petit bâtiment sur leur terrain, beaucoup plus petit bâtiment, presque une miniature d'architecture. Il s'agit d'un poulailler. Alors ça, c'est un poulailler qui ressemble beaucoup à un sanctuaire shinto. Vous voyez on a le même escalier que sur certains bâtiments du sanctuaire d'Issé. On a aussi des poutres rondes qui sont à peine équarries en bois de cyprès avec des systèmes de poutres traversières. Et la toiture est faite entièrement en écorce de cryptomère. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les multis. Donc on a quelque chose qui est comme une planche qui peut faire 1 cm de largeur, qui rentre à travers le poteau et qui est calé et qui permet de stabiliser la structure. Ici on a un double. Voilà, le contreventement se fait dans ces deux directions avec les poutres qui traversent. Alors si on revient aux architectes modernes, un architecte que j'ai beaucoup étudié pour ma thèse, c'est Tange Kenzo. Tange Kenzo, c'est un des derniers modernes, et lui-même a été très inspiré de l'architecture japonaise au moment où il essayait de recréer des monuments pour le Japon. Il a réalisé des études, donc celle-ci c'est sur Issei qu'il réalise avec un photographe, vers 1953, au moment d'une des reconstructions. À l'époque, il arrive en hélicoptère, il n'y avait pas de drone. Il voit Issei comme on ne peut pas le voir, en fait. Et en fait, ce qu'il dit de sa visite, c'est qu'il a l'impression non pas d'être face à de l'architecture, mais face à des animaux. Cette architecture, pour lui, est extrêmement monumentale, extrêmement vivante. Elle fait corps avec la nature, et il est très impressionné par cette architecture animale. Et il réalise ensuite un second livre sur la Villa Katsura, qu'il photographie avec un photographe japonais-américain qui s'appelle Ishimoto, où il montre les formes et la modernité de cette architecture. Le livre, il le réalise avec une personne que peut-être vous reconnaissez, qui n'est pas japonaise, qui est allemand, qui s'appelle Walter Gropius. Donc ici, c'est Walter Gropius dans les années 50, invité par la Fondation Rothschild, comme une des superstars de l'architecture de l'époque. Gropius, dans le livre qu'il réalise avec Tange, explique qu'il est très impressionné par la rationalité de l'architecture japonaise, sa modularité, sa transparence, et aussi par cet aspect quasi industriel, notamment avec l'usage de poteaux de section carrée. Les photos qui sont publiées à l'époque sont pratiquement comme des compositions de peinture abstraite, de peinture moderne. Ici, il s'agit d'un des poteaux de la Villa Katsura. Et ici, le même photographe, 1950, prend des photos des bâtiments de Tange, et on peut voir que Tange est construit en béton, comme s'il construisait en bois. Alors, ce qu'il faut savoir au Japon, c'est que ce sont les charpentiers qui construisent le béton. Il n'y a pas de maçon. Le métier de maçon n'existe pas au Japon. La personne qui est tout le temps sur le chantier, qui est un des capitaines du chantier, c'est le charpentier. Et les charpentiers font évidemment du bois, beaucoup, mais aussi du béton et de l'acier. Donc on a une précision sur le béton qui est la même précision que sur le bois, avec des détails qui sont au millimètre près. Ça, c'est probablement le seul bâtiment de Tange construit en bois. C'est la maison qu'il réalise en 1953, au moment où il se marie,
une maison qu'il réalise dans le quartier de Seijo à Tokyo. Elle a quasiment les mêmes proportions en façade que la Villa Savoie, mais c'est un modèle hybride entre la Villa Katsura et la Villa Savoie. Donc on a un rez-de-chaussée qui est libre, et on a l'espace de vie qui est à l'étage. Alors, on a aussi des techniques qui ne sont pas seulement des techniques d'architecture traditionnelle, parce qu'on a des poutres boisées, mais on a aussi les chevrons apparents. Alors, les chevrons apparents, c'est quelque chose qui est très important dans l'architecture japonaise. C'est une des esthétiques de l'architecture japonaise que des architectes comme Mars Architect, par exemple, ont repris récemment. Donc, on voit aussi les gens qui aiment l'architecture japonaise. Donc, voilà, il a ses chevrons apparents à l'étage, mais il a aussi une structure de poutre moisée qui est beaucoup plus moderne. Donc on a un mélange entre modernité et tradition. On a aussi des assemblages poteaux-poutres ici qui ressemblent à ceux que des architectes modernes comme Nice ont utilisés pour l'acier. Il a des impostes, un système aussi de cloisonnement qui est celui de l'architecture traditionnelle, mais avec des proportions différentes, avec des impostes vitrés et des proportions qui sont plus contemporaines que celles de l'architecture traditionnelle. Il y a aussi un mélange entre tatami et plancher, ce qui est assez innovant et ce qui lui permet d'incorporer du mobilier contemporain. Un deuxième architecte qui a été très important pour les nouvelles générations d'architectes japonais, c'est Shinohara. Donc Shinohara était aussi professeur dans une université, dans une autre université de Tokyo, l'université technologique de Tokyo. Il est né 12 ans après Tanguay, et en fait Shinohara, il a commencé sa carrière, non pas par l'architecture, mais par des mathématiques. Il était déjà instructeur en mathématiques avant de devenir architecte. Shinohara, lui, il a participé à une modernisation de l'architecture japonaise en cherchant à abstraire certains contextes et à les utiliser de manière différente. Il a réalisé beaucoup de maisons carrées, un petit peu comme des pavillons montés. Ici, c'est une maison qu'il construit en 1967, où il va essayer d'abstraire ce qu'il appelle les coordonnées irrationnelles de l'architecture japonaise. Alors, il parle d'irrationalité parce que le Japon a été fermé pendant 2 siècles, et au moment où on découvrait la perspective en Europe, au Japon, on était toujours dans des espaces bidimensionnels. Donc lui, il va créer une architecture qui n'est pas une architecture conçue tridimensionnellement, mais qui est là pour exprimer des vues plus frontales, plus bidimensionnelles. Ici, ce que l'on voit, c'est la première chose que l'on voit quand on rentre dans la maison. Il va créer un cube blanc, et à l'intérieur de ce cube blanc, créer une sorte de paysage abstrait, où il va détacher les éléments architecturaux. Le poteau central, la fenêtre, la porte. Si on regarde en coupe, on peut voir qu'il a donc... Il a fait un plafond. Apparemment, il s'est posé beaucoup de questions. Dans d'autres projets, il montrait la charpente. Mais là, pour arriver à quelque chose de plus abstrait, pour être sur une logique de cube blanc, il a fermé aussi l'espace en hauteur. Donc il a créé un cube blanc dans lequel il a abstrait des éléments architectoniques, notamment ce poteau. Ce poteau qui est en fait un poteau de cryptomère, dont on reparlera très prochainement. Alors, une équipe d'architectes plus contemporaine, c'est l'agence MICAN. Donc Manuel Tardit, c'est le français que vous voyez au milieu. C'est la personne avec qui j'ai réalisé le livre, Le charpentier d'architecte. Manuel, il a fait ses études à l'université de Tokyo, chez Maki. Maki Fumiko, c'est un étudiant de Tanguay. Son épouse, Kamo, et ses 2 autres collègues, eux, étaient dans l'autre université et ils ont étudié sous Shinohara.
Donc en fait, c'est une équipe qui connaît très bien cette culture architecturale dont je viens de vous parler. Ils ont gagné le concours, donc ça c'est quasiment le 3e chapitre du livre Le Charpentier et l'Architecte. Dans le 3e chapitre, on montre la construction de ce bâtiment. Donc ça c'est un bâtiment, c'est le centre de l'école française d'Extrême-Orient à Kyoto, que certains d'entre vous connaissent. Il a été réalisé en structure bois, il a été construit en 2014, donc vous le voyez ici. Il n'y a qu'une seule façade qui est bien éclairée. Elle est complètement vitrée. Il y a 3 niveaux. Au premier niveau, on a une bibliothèque. Alors, on a une division de l'espace avec d'un côté un espace de circulation et de l'autre côté un espace de travail. L'espace de circulation est un peu une zone tampon. Elle n'est pas climatisée. Ensuite, l'espace de travail sont de l'autre côté, plus généreux, plus grands. Au rez-de-chaussée, on a 4 poteaux. À l'étage, les poteaux sont dans la structure des murs. Et au dernier étage, on a un système de ferme qui permet de ne pas voir la structure, de ne pas avoir de poteaux sur. Alors, le chantier, ça démarre déjà par les fondations de béton. Puis ensuite, les premières pièces de bois arrivent, déjà prédécoupées, et très rapidement, donc ça c'est quelque chose maintenant que l'on voit de plus en plus en France, donc là vous voyez heure par heure, les étages se montent à 14 heures, le rez-de-chaussée, la structure de rez-de-chaussée est déjà terminée, puis à 15 heures, voilà, on monte les étages supérieurs. La fin de la journée, on a déjà la moitié de la structure qui est posée. Donc en 2 jours, en fait, on monte complètement la structure. Puis ensuite, on couvre tout le bâtiment d'échafaudage pour protéger aussi les voisins. On ne prenne pas des outils sur la tête. Et puis quand on enlève l'échafaudage, le bâtiment est terminé. Donc en fait, c'est en suivant ce chantier que je me suis intéressé à la structure bois, en voyant le travail des charpentiers, où je me suis dit qu'il fallait documenter tout ça. Donc vous voyez ici, par exemple, on a les longues de béton, une petite couche de caoutchouc, puis ensuite ce qu'on appelle la lisse, d'Odai en japonais, qui est solidarisé sur la structure de béton. Ces dessins-là, ce sont des dessins traditionnels qui sont maintenant découpés en usine. Donc ici, on a un tonneau mortaise à fer de lance. Toutes les pièces donc arrivent heure par heure en fonction du besoin sur le chantier. Il n'y a pas beaucoup de place, donc elles sont livrées peu à peu. Elles sont numérotées. Il y a des très beaux dessins. Elles sont ajustées par les charpentiers au besoin avec leurs ciseaux. Et puis, alors j'étais très surpris de voir que certaines arrivaient complètement emballées comme des cadeaux. Et je me suis demandé ce que c'était que ce bois-là. En fait, c'est un bois labellisé. C'est un label qui existe depuis 400 ans. C'est le bois des montagnes du nord de Kyoto. Donc je regardais ce que... Alors, les découpes se font à la main, avec ce bois-là. Donc ici, vous voyez que le charpentier utilise son équerre, déjà pour faire un trou, pour emboîter ensuite le bois dans un sabot. Donc, ce système d'équerre qui leur permet de faire tous les dessins. Voilà, ça c'est le sabot. Puis ensuite, il va aussi réaliser un tonneau. Alors, j'ai eu envie de voir le fameux village. C'est un village dont parle Kawabata, notamment dans son livre sur Kyoto en 1960. C'est un village qui se trouve dans la rivière. C'est le nom du village d'ailleurs. Autour de ce village, donc depuis 600 ans,
Comme il s'agissait d'un village escarpé, sans plaine, on ne pouvait pas faire de l'agriculture à part de la sylviculture, donc ils se sont mis à faire de l'agroforesterie. Quand on arrive dans le village, on voit d'abord ces entrepôts qui sont d'une architecture unique, qui n'existe que dans ce village, où la surface de l'étage est plus grande que la surface du rez-de-chaussée, parce que c'est aux étages que l'on va faire sécher le bois. Dans le village, il y a des arbres patrimoine. Donc il y a cet arbre qui a 600 ans. C'est l'arbre mère. C'est à partir de cet arbre que l'on a bouturé toute la forêt. Alors, en fait, c'est une variété de cryptomère sans graines. Et donc, pour planter des arbres, on prend une branche et on la plante dans le sol. À côté, on a un autre type de sylviculture qui vient aussi de ce village, c'est le cryptomère plateforme. Donc, comme les bois étaient transportés de l'autre côté de la montagne sans machine, ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on coupait d'une certaine manière l'arbre, les troncs repoussaient de manière plus fine, mais indéfiniment. Donc ça, c'est un arbre qui a 400 ans. 400 ans. Et régulièrement, on coupe ces troncs fins pour en faire des chevrons. Alors, la technique, c'est M. Nakata qui nous a montré un petit peu comment ça se passait. Et alors, quand je l'interviewais, il me demandait mais tu penses que ces arbres ont quel âge? Alors, vous pensez que cette petite forêt, elle a quel âge? Non, elle a 150 ans. Une petite forêt de 150 ans. Mais ce sont des petits arbres, tout de même. Et à côté, ce sont des arbres qui ont une vingtaine d'années. Alors, ça, c'est pour les chevrons. Pour les poteaux, on abat lors de la première semaine du mois d'août, le jour de la pleine lune. Dans une clairière, on forme une sorte de... Entre deux poteaux, on met une potence et on fait tomber les arbres sur la potence. Et ensuite, on écorce les arbres directement sur place. Alors, les arbres vont rester de cette manière une semaine au soleil, mais ils ont encore leur houppier. Donc, à travers le houppier, toute la sève de l'arbre, tout le liquide de l'arbre est aspiré, parce que l'arbre pense qu'il est encore en vie. Enfin, il est encore en vie, en fait, sauf qu'il est déraciné. Donc, l'arbre va perdre 40% de son eau en une semaine. Il va devenir beaucoup plus léger, et il va aussi sécher ensuite plus rapidement. Ici, sur le dessin du haut, vous voyez une coupe sur une montagne. Le cryptomère se trouve 60% du boisement et du cryptomère en bas de la montagne. Ensuite, on a des cyprès et tout en haut, des pins. Donc ces arbres qui sont coupés au mois d'août, ils perdent 40% de leur eau très rapidement. Puis ensuite, ils vont sécher dans les entrepôts qui sont dans le village. Et au mois de novembre, ils peuvent déjà être vendus. Alors dans l'entrepôt, il y a ces arbres qui ont différentes expressions en fait. Et ce sont en fait des poteaux décoratifs. Et ce sont les poteaux qu'on retrouve au rez-de-chaussée du bâtiment de l'école. Alors ici, au niveau des proportions, on a 1,80 m. Donc on a une structure d'1,80 m sur 3,60 m. Dans ce bâtiment, on a repris des éléments de l'architecture traditionnelle, notamment le sol en terre battue. Ici, c'est plus de la terre, c'est des pavés. On a la petite fenêtre qui ressemble à la fenêtre d'entrée d'un pavillon de thé. On a des étagères décalées. Et puis on a aussi beaucoup de livres, parce que c'est une bibliothèque. On a des vitraux aussi. Alors ça, c'est français pour le coup. Alors d'un côté, on a un vitrage high-tech qui s'obscurcit en fonction de l'intensité lumineuse. Et de l'autre côté, on a un vitrage très low-tech. Donc on a toute l'histoire aussi du verre en 2 mètres de distance, à 2 mètres de distance.
Je vous montre rapidement les photos. Ça, c'est le dernier niveau. Donc ici, on ne voit plus les photos. Alors les vitraux, c'est très joli. J'aimerais bien que les architectes les utilisent plus. Ici, ça c'est la façade. Alors pour finir, je vais aussi vous montrer dans la deuxième partie de cette conférence l'étude que je fais maintenant sur les machias. Alors les machias, ce sont des maisons de ville traditionnelles. Ce sont les maisons construites avant 1950. Alors quand on commence à les rénover, évidemment on commence par de la démolition et on voit la structure. Alors souvent les poteaux sont des troncs d'arbres, tout ce qui ne se voit pas n'est pas taillé. Donc ça en fait ce sont deux maisons et on voit donc entre les maisons, chacune des maisons a sa propre structure, ce sont les poteaux mitoyens, mais on a juste 5 cm entre les maisons. Alors je les étudie, je les documente parce qu'il y en a de moins en moins. Donc ici, sur un quartier central de Kyoto, les petits pixels, ce sont ces maisons. En 1927, on était comme ça. Puis, au cours des ans, on en a eu de moins en moins. Et maintenant, on en est à ce point-là. Donc, le paysage urbain est devenu très fragmenté. Et maintenant, ces monuments qui ne sont pas documentés, qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas conservés, existent encore, mais au milieu d'un paysage qui est complètement différent. Donc ça, c'est une photo d'avant-guerre, et ça, c'est le même point de vue maintenant. Voilà, donc avant 1950, et ça, c'est 2000. Alors, il en reste encore, je vous rassure, il en reste encore 40 000, moins dans le centre que légèrement excentré. Mais dans la ville de Kyoto, il y a à peu près 15% de maisons abandonnées, et dans ces 15%, il y a beaucoup de maisons anciennes comme celle-ci. Donc elles ne sont pas toujours en bon état, mais c'est aussi, à mon avis, une opportunité pour les architectes. Alors nous, on les étudie d'un point de vue, du point de vue des architectes, mais aussi des artisans. Donc on essaie d'expliquer comment elles sont construites. Donc on a plusieurs catégories. Je ne vais pas trop entrer dans le détail. Quand on coupe une maison en deux, il y a une partie qui fait 3 mètres, environ 3 mètres de large, c'est-à-dire un tatami et demi, qui est le côté maison, ce qu'on appelle le côté maison, et une partie qui est le côté passage, qui fait 2 mètres de large. Et dans le côté passage, c'est là où on a la cuisine, notamment. Donc ça, c'est le côté maison. On a des pièces qui sont sur plancher surélevé. On a d'abord la boutique, et ensuite l'atelier, et ensuite la salle de réception, le jardin, et 2 autres corps de maison, une maison annexe et un grenier au fond. Côté passage, on a cet espace qui prend la forme de la fumée, double hauteur. Donc on a l'entrée, puis un puits, ensuite un évier et un fourneau, puis ensuite un meuble pour la vaisselle. Alors ça, c'est une coupe sur cet espace-là. Donc vous voyez qu'on a cette source de chaleur et de fumée qui peut être évacuée à travers des ouvertures zénithales. On a aussi un puits qui permet d'apporter de la fraîcheur en été. Ici, on a les 5 éléments, la terre, du sol en terre battue, l'eau du puits, le bois et le feu. Et l'air, évidemment. Ça, c'est du côté maison. Donc, en été, on est comme ça. Et en hiver, on chauffe seulement les pièces dans lesquelles on est. Il n'y a pas de chauffage central. Finalement, c'est très économique. C'est pas du tout isolé, mais on fait très attention. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble en mode immersif. Donc ça, c'est la façade d'un bâtiment qui a été détruit depuis qu'on a pris les photos. Donc ça, c'est l'entrée. Ensuite, on a une enfilade de pièces. Là, on a enlevé les panneaux coulissants. Donc vous voyez aussi un petit peu la cuisine sur le côté.
Et puis ensuite, on a la pièce avec le jardin. La pièce devant le jardin qui est une salle de réception. Alors dans cette salle de réception, il y a les alcôves décoratives et il y a ce fameux poteau ici, qui sont ces poteaux que l'on cultive dans des villages, encore maintenant, qu'on utilise. Alors il y a encore 250 bâtiments à Kyoto qui utilisent ces bois-là, et c'est la raison pour laquelle ce village va éventuellement être classé comme paysage culturel. On retrouve aussi des poteaux qui sont comme des troncs d'arbres dans la galerie du jardin. On utilise à la fois les poteaux et les chauffons. Alors dans ce village, il y a des workshops, il y a des ateliers. J'ai participé l'été dernier à un atelier. On écorce, donc on coupe d'abord les chevrons, ensuite on les écorce. C'est très facile. Ça se fait rapidement. Ensuite on les fait sécher. Et puis ensuite, on a parfois l'idée de les utiliser aussi dans des maisons. On veut revitaliser les maisons abandonnées. Donc par exemple, ça c'est une utilisation des chevrons, une utilisation plus contemporaine. L'escalier. Alors, ça c'est un projet que j'ai demandé à 2,26 m pour la réalisation en fait d'un bâtiment sur un toit, une sorte de rooftop. Et comme vous le voyez, au milieu de l'espace, il y a aussi ce poteau central. Alors, 2,26 m, vous pouvez les suivre facilement sur Instagram. Chef 2,26 m. Un autre couple d'architectes, de jeunes architectes qui ont 40 ans, c'est Opus H, Nishimaki et Yatogayuki. Je les ai connus quand ils étaient étudiants à l'université de Kyoto. Et puis récemment, j'ai vu que sur Facebook, ils avaient mis cette photo, et c'est la photo du village, justement, qui se trouve dans les montagnes du Nord. Ce village où on cultive les cryptomères. Et je me souvenais que quand ils étaient étudiants, un des premiers concours qu'ils ont gagné, ils avaient cette architecture qui était très surprenante pour l'époque. Une architecture un peu féerique, avec des rendus comme ça, avec des études de toiture, avec beaucoup de matérialité, donc très expressionniste. Et récemment, je les ai interviewés, on a réalisé un livre avec eux qui va sortir cette année, qui va s'appeler L'architecture comme un être vivant. Et ils réalisent des images comme celle-ci. Alors ça, c'est une image en 2 dimensions, en 3 dimensions, avec un peu de profondeur. Ils expliquent que pour eux, on ne peut pas distinguer les matériaux de l'architecture. Comme on ne peut pas enlever la fourrure d'un animal. Si on enlève la fourrure d'un animal, ce n'est plus le même animal. Si on enlève la toiture de certains bâtiments, comme les bâtiments qu'on a vus, les bâtiments de toit de chaume, ce ne sont pas les mêmes bâtiments. Donc pour eux, les matériaux, on a un rapport existentiel aux matériaux. Alors dans un des projets qu'ils ont réalisé, que je vais vous montrer, ils ont réinterprété la spatialité de la Machiya pour un incubateur en résidence. Donc c'est pas une maison, c'est un bâtiment dans lequel il y a plusieurs petits studios. On peut y résider pendant 4 mois et y travailler également. Et donc la raison pour laquelle ils avaient pris la photo de ce village, c'est qu'en fait ils ont utilisé des poteaux ronds de Kitayama pour une partie de la structure, notamment pour certaines poutres. Vous voyez, c'est une structure bois aussi, avec cette utilisation un petit peu détournée, non pas en poteaux, mais en poutres. On les utilise aussi comme poutres. Et ces poteaux de Kitayama, les montagnes du nord de Kyoto. Et pour finir, alors ça c'est le dernier architecte, c'est un architecte qui s'appelle Uno Tomoaki, qui est un architecte de Nagoya. La semaine dernière, j'ai été le rencontrer
pour aider un ami qui fait un documentaire sur le bois, un documentaire qui devrait passer sur Netflix l'année prochaine. Le premier épisode, c'est sur le bois, et en fait, Uno est un des architectes qu'on a choisi. Il nous a invités chez lui. Alors, dans les années 90, il faisait du béton, donc ça, c'est l'entrée de sa maison. Alors Uno, sa particularité, c'est que pour contrôler la qualité de son architecture, il a décidé d'être lui-même une entreprise de construction. Donc il est architecte, mais il est aussi constructeur. D'ailleurs, il ne se considère pas comme un architecte, mais plutôt comme un artiste. Alors, vous voyez, une certaine heure de la journée, le soleil passe sur le béton et il montre toutes ses imperfections. Donc on a visité un chantier ensemble. C'est un chantier sur un terrain en pente, et le premier niveau est en béton, ça correspond en fait aux fondations de béton, et les deux niveaux suivants sont entièrement en bois massif, sans acier. Donc tous les assemblages sont dessinés de manière à ce qu'on n'utilise ni acier ni colle. Donc on a deux niveaux, et on a une cour intérieure qui va être fermée par un vitrage. Au niveau de la charpente, on a des poutres massives. Et en toiture, on a des ouvertures zénithales. Vous voyez, ça, les murs sont faits en planches de bois. Je le voyais discuter avec un charpentier, et je me demandais un petit peu ce qu'il faisait, de quoi il parlait. Alors je lui ai demandé, mais c'est les petites pièces de bois là, que vous utilisez, c'est pourquoi? Et donc ils m'ont expliqué que les connexions entre les pièces, ils les font avec juste une incision dans le bois, et les pièces sont tenues seulement par des baguettes comme ça. Je lui ai dit, mais vous mettez de la colle? Il dit, non, on n'a pas besoin de colle. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est la créativité du charpentier. Donc il travaille en dialogue avec les charpentiers. Il dessine quelque chose, et ensuite sur le chantier, il y a des interactions pour développer des nouvelles connexions. Alors je vous invite à regarder son travail. Ça, c'est des photos que vous pouvez trouver sur Internet. Alors ici, évidemment, et d'ailleurs je vais poser la question, il y a quelque chose de quasiment religieux, il y a quelque chose qui est très proche de l'architecture du sanctuaire d'Issée, par exemple. On a donc un travail très artisanal. Donc ici, vous voyez, hein, si vous connaissez, c'est pas un Baumküre, c'est une coupe, c'est un Baumküre, mais ça ne se mange pas. On a des pièces massives de bois, donc avec le centre du bois, qui se trouve au centre de la pièce. On a un travail donc très précis, très artisanal. Il utilise des pièces de bois très massives qui, évidemment, refont penser à ce qu'on a vu sur Issée. Ça, c'est une maison qu'il a réalisée en 2018. Il y a trois murs, les murs n'ont pas de fenêtres à part côté sud. C'est la cuisine. Ça, c'est les plans. Donc, vous voyez, il y a deux ouvertures zénithales et puis une fenêtre côté sud, sinon j'ai complètement fermé. Ça, c'est le plan. Et là, voilà, cette dernière image, donc ça montre l'œuvre d'architecture au sein d'un quartier où on voit que on n'est pas du tout sur les mêmes langages que les voisins. Et alors, pour finir, je voulais juste dire une chose, c'est que
On parle des architectes, on parle des charpentiers, mais pour réaliser aussi une belle architecture, il faut aussi des bons clients. Et donc, ce serait aussi intéressant de voir l'architecture du côté du client et de comprendre aussi l'arrière de l'architecture qui est liée aussi à la commande et à l'acceptation de l'architecture. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Je vous remercie.